Certains parlent d'un pacte ancien, d'un mal enfoui dans les fondations du village, ou d'une punition divine. Nancy, avec son architecture élégante, ses places lumineuses et ses cafés animés, cache bien son jeu. Car sous ces pavés dorés, un autre monde existe, invisible, silencieux, et depuis longtemps oublié. Ce monde, ce sont les souterrains, un véritable labyrinthe sous la ville, vestige de siècles passés, de guerres, de fuites, de rituels. Et dans ces souterrains, il y aurait quelqu'un, ou quelque chose, qui n'est jamais remonté. On l'appelle le moine de Nancy, une silhouette spectrale qui hante ces galeries depuis si longtemps que son histoire se confond avec celle de la ville. Certains pensent que c'était un frère des anciens ordres, chargé de protéger un secret sacré, peut-être un trésor ou un relique interdite. D'autres prétendent qu'il était le geôlier d'une prison secrète, dissimulée sous les fondations d'un ancien couvent, où l'on enfermait ceux que la religion voulait faire disparaître. Ce que l'on sait, c'est qu'il aurait disparu volontairement, scellant derrière lui une porte de pierre, jurant de garder son secret, jusqu'à ce que le monde ne soit plus digne de l'oublier. Depuis, des témoins affirment qu'il n'a jamais quitté les lieux. Les souterrains de Nancy sont vastes, complexes, souvent interdits au public. Pourtant, quelques curieux s'y aventurent, explorateurs urbains, historiens ou amateurs de frissons. Beaucoup parlent d'un refroidissement soudain, dès qu'on passe certaines arches. De murmures étouffés, venus d'un recoin sans fond. Et puis, il y a l'apparition, un homme encapuchonné, silencieux, le visage caché, qui se tient debout, immobile, au bout d'un couloir. Il ne bouge pas. Mais s'il vous voit, vous ne trouvez plus la sortie. Un groupe d'étudiants, en 2002, aurait passé 2 jours entiers à chercher la sortie des souterrains, alors qu'ils n'étaient censés être entrés que pour 1 heure. Quand on les a retrouvés, affamés et hagards, ils parlaient d'un moine qui leur montrait un passage, puis un autre encore, les égarant toujours plus profondément. Ils n'ont jamais voulu redescendre. Mais ce n'est pas tout. Parfois, dans la ville haute, on entend la cloche d'un couvent qui n'existe plus sonner à minuit, 3 coups sourds. Les anciens disent que c'est l'heure où le moine sort de sa cache, pour vérifier que personne n'a violé son sanctuaire. Et malheur à celui qui, cette nuit-là, descend dans les caves. On dit que le moine n'est pas malveillant. Il ne tue pas, ne crie pas. Il attend, simplement. Et s'il vous croise, il vous juge. Si vous êtes indigne, vous vous perdrez pour toujours, piégé dans la boucle de couloirs sans fin. Si vous êtes digne, vous verrez ce qu'il protège, mais il n'y a aucun témoignage de ceux qui auraient vu. Il y a des villes qui portent sur elles le poids de légendes anciennes, et Metz en fait partie. Si tu flânes dans ces ruelles, surtout à la tombée de la nuit, tu remarqueras peut-être certains regards inquiets, des silences qui s'installent lorsqu'on évoque certains noms. Parmi eux, celui du Graouli revient toujours, à mi-voix, comme s'il valait mieux ne pas trop y penser. Les anciens racontent qu'il fut un temps où Metz n'était pas cette ville paisible que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque romaine, juste à la lisière de la cité, il y avait un vieil amphithéâtre abandonné, dont les pierres noircies gardaient la mémoire de combats sanglants. C'est là qu'une créature aurait trouvé refuge, un être que personne n'osait déranger, le Graouli. On dit qu'il n'était pas né d'un œuf ni d'une mère, mais des ténèbres elles-mêmes, et qu'il avait la forme d'un dragon, immense, sinistre, capable de faire trembler la terre sous ses pas. Chaque année, on disait que les malheurs venaient de lui, les épidémies, les morts subites, les enfants disparus sans laisser de traces. Le ciel se teintait de gris lorsqu'il s'éveillait, et une odeur âcre, presque métallique, envahissait l'air. Des témoins, du moins, ceux qui avaient survécu, juraient avoir vu des ombres immenses se mouvoir dans la brume, et entendu un souffle profond, qui faisait vibrer les murs des maisons. La peur devint telle que les habitants offrirent des sacrifices, priant pour leur survie. C'est à ce moment qu'un homme du nom de Clément, plus tard connu comme Saint Clément, arriva à Metz. Un homme calme, qui n'avait rien d'un guerrier, mais portait une force étrange dans le regard. Il aurait affronté le Graouli non pas avec des armes, mais par la foi, s'approchant de la bête avec une simple croix en main. Ce qui s'est passé ce jour-là reste flou, certains disent que le dragon fut enchaîné,
d'autres qu'il fut banni dans les profondeurs de la terre. Aujourd'hui encore, la statue du Graouli trône sur la cathédrale de Metz, suspendue comme un avertissement. Certains disent que tant qu'elle restera là-haut, la ville sera protégée. Mais parfois, lorsqu'un orage gronde ou qu'une brume lourde descend sur la Moselle, il n'est pas rare d'entendre, au loin, un souffle rauque ou un battement d'ailes dans le ciel, comme si le Graouli n'avait jamais vraiment disparu, mais qu'il attendait son heure, dans l'ombre. Tu sais, parfois, les ruines que l'on croise lors d'une balade en forêt ne sont pas aussi désertes qu'on le croit. Elles ont une mémoire, presque vivante, qui s'accroche aux pierres et murmure aux curieux qui prennent le temps d'écouter. C'est ce que m'a raconté un vieux marcheur un soir d'automne, en parlant du château du Greifenstein, perdu dans les hauteurs d'Alsace. Ce château, aujourd'hui en morceaux, a jadis été un bastion redoutable, dressé sur son éperon rocheux, dominant la vallée. Le genre d'endroit qu'on évite de visiter une fois la nuit tombée, même sans être superstitieux. Ce n'est pas qu'un vieux tas de pierres, non. Il s'y passe des choses étranges, surtout les vendredis. Ceux qui vivent non loin de là préfèrent détourner les yeux, mais les légendes sont tenaces. La plus célèbre, c'est celle d'une dame blanche. Pas une simple apparition, non. Elle est liée à une malédiction, un sort ancien qu'elle ne peut briser qu'à une seule condition. On dit qu'à la nuit tombée, chaque vendredi, elle quitte les vestiges de sa tour pour apparaître sous une forme disons inattendue. Ce n'est pas une beauté éthérée, flottant dans sa robe blanche, ce serait trop simple. Non, elle devient un crapaud, énorme, aux yeux luisants comme deux perles maudites. Dans sa gueule, il y a une clé, dorée, mystérieuse. Elle brille même dans l'obscurité, comme pour attirer les regards. Le conte dit que quiconque ose s'approcher de la créature et embrasser ce crapaud, acte de courage ou de folie, recevra la clé, et avec elle, l'accès à un trésor enfoui sous le château depuis des siècles. Mais le plus important, c'est qu'en faisant cela, l'âme de la dame serait enfin libérée de sa peine éternelle. Seulement voilà, personne ne l'a jamais fait. Pas entièrement du moins. Un fermier du coin, il y a bien longtemps, aurait tenté l'aventure après avoir entendu l'histoire d'un vieillard dans une taverne. Poussé par la soif de richesse, il serait monté au château un vendredi soir, lanterne à la main. Il aurait trouvé le crapaud, effrayant mais bien réel, avec la clé scintillante entre ses crocs. Il aurait tendu la main, puis, pris de panique ou de dégoût, aurait reculé. On dit qu'il n'est jamais redescendu de la montagne, que la forêt l'a avalé. Depuis, les rares randonneurs qui s'aventurent dans les ruines rapportent des sons étranges, des froissements d'étoffes, un souffle léger, ou même des croassements sinistres, portés par le vent. Et parfois, si tu regardes entre les pierres, tu pourrais croire voir une forme blanche, immobile, qui t'observe sans bouger. Le château du Greifenstein n'attend qu'un visiteur assez audacieux, ou assez fou, pour affronter la légende. Mais dis-moi, franchement tu le ferais, toi ? Parmi toutes les histoires de spectres et d'apparitions, il en est une qui détonne, non pas par sa violence ou ses malédictions, mais par la terreur douce qu'elle inspire. Elle ne crie pas, ne griffe pas, ne poursuit pas. Elle se contente d'être là, présente, impalpable, annonciatrice de tragédie. C'est elle que l'on appelle la Dame Grise de Toul, une figure enveloppée de mystère, qui plane depuis des siècles au-dessus de la vieille cathédrale. Toul, petite ville de Lorraine, est connue pour ses pierres anciennes, ses ruelles étroites et sa cathédrale gothique, massive, imposante, dont les clochers veillent sur la cité comme deux sentinelles figées. C'est là que l'on dit que la Dame Grise apparaît, quand le destin s'apprête à frapper. L'histoire la plus ancienne remonte à la fin du Moyen Âge. À cette époque, les guerres ravageaient la région, et la peste menaçait. Une nuit, alors que les cloches sonnaient les vêpres, un sacristain aurait aperçu une silhouette féminine, drapée d'un voile gris perle, immobile devant l'autel. Il pensait d'abord à une villageoise perdue, mais lorsqu'il s'approcha, elle disparut, littéralement, sans un bruit, comme si elle n'avait jamais été là. Le lendemain, la peste frappa Toul, emportant une grande partie de la population. Depuis ce jour, chaque fois que la Dame Grise est vue, une catastrophe suit, incendie, inondation, épidémie, mort subite.
Elle ne fait que passer, toujours silencieuse, glissant dans l'ombre des piliers, son voile effleurant les dalles froides. Elle ne parle pas, mais elle annonce. Et nul ne peut empêcher ce qu'elle prédit. Au fil des siècles, les témoins se sont succédés. Prêtres, fidèles, enfants de cœur. Tous ont décrit la même chose, une femme, ni jeune ni vieille, sans visage distinct, mais dont la seule présence fige le sang dans les veines. Certains disent qu'elle regarde l'horloge de la cathédrale, comme si elle comptait les secondes avant l'inévitable. En 1914, un soldat en permission affirme l'avoir vue près du chœur. Une semaine plus tard, Toul était bombardé. En 1940, un prêtre la découvre agenouillée dans une chapelle latérale. Le mois suivant, l'occupation commence. Même dans les années récentes, les rumeurs continuent. Des agents municipaux auraient aperçu une ombre grise dans les vitraux de la nef, une nuit où personne n'était censé être à l'intérieur. Et peu après, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment voisin. La cathédrale elle-même reste intacte, comme si elle la protégeait, ou qu'elle protégeait quelque chose en elle. Les habitants de Toul évitent d'en parler. Pas par peur, mais par respect. Comme si prononcer son nom l'invitait à revenir. Si jamais tu passes par là, entre dans la cathédrale à la lumière du jour. Observe les vitraux, les bancs, les voûtes, et si tu ressens un frisson sans raison, ou vois une ombre passer sans bruit, ne cherche pas à la suivre. Ce qui est annoncé ne peut être évité. Il y a des récits qui ne viennent pas du fond des âges, ni des brumes de l'imaginaire collectif. Certains prennent racine dans des faits tout récents, ou presque, suffisamment proches pour qu'on puisse encore sentir la tension dans l'air quand les anciens en parlent. C'est le cas de cette histoire venue tout droit des Vosges, où la nature dense et les collines épaisses abritent encore bien des secrets. Et parmi eux, il y a celui qu'on appelle la bête des Vosges. C'était dans les années 1977 à 1978, pas si vieux que ça, hein? Pourtant, pendant ces longs mois, une série d'événements a secoué les villages perdus du massif vosgien. Ça a commencé doucement, presque banalement, quelques moutons retrouvés morts dans une clairière, déchiquetés, sans qu'on sache vraiment par quoi. Puis les attaques se sont multipliées. Et ce n'était pas juste des morsures de renards ou de chiens errants, non. Les carcasses étaient éventrées avec une précision qui glaçait le sang, comme si l'agresseur avait une méthode. Les éleveurs, eux, ont vite compris que quelque chose rôdait. Ce qui a alimenté la légende, c'est que personne n'a jamais vu la bête clairement. Des silhouettes, des ombres fuyantes, des yeux qui luisaient dans la nuit, voilà tout ce qu'on avait. Certains parlaient d'un loup immense, d'autres d'une créature inconnue, un croisement entre plusieurs espèces, presque surnaturel. Les attaques étaient si violentes, si rapides, que ça semblait impossible que ce soit un simple animal. Il y a même eu des rumeurs de loups-garous, tu te rends compte? Les autorités, un peu dépassées, ont organisé des battues, des traques avec des chasseurs expérimentés, des gardes forestiers armés jusqu'aux dents. Ils ont quadrillé la forêt, posé des pièges, surveillé la moindre trace, mais rien. Pas une seule fois ils n'ont pu mettre la main sur la bête. Elle se volatilisait comme une ombre, ne laissant que des hurlements lointains et des traces de sang dans la neige. La presse locale s'est emparée de l'histoire, les gens parlaient de la bête dans les cafés, dans les écoles, partout. Certains ont même affirmé que l'armée s'en était mêlée, en douce, parce que l'affaire prenait une tournure étrange. On racontait qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça. Des expériences? Une créature échappée. Les hypothèses les plus folles circulaient. Puis, sans prévenir, les attaques ont cessé. Comme si la bête avait compris qu'on la traquait trop, ou qu'elle avait simplement disparu. Officiellement, l'affaire a été classée sans suite. Mais dans les Vosges, encore aujourd'hui, beaucoup évitent certains sentiers au crépuscule. Et de temps en temps, un promeneur solitaire revient au village avec le regard fuyant, jurant avoir vu, entre les arbres, une silhouette massive qui le suivait sans bruit. Personne ne sait ce qu'était la bête. Peut-être est-elle encore là, tapie dans l'ombre des forêts profondes, attendant que les hommes oublient pour frapper à nouveau. Parfois,
dans les villages accrochés aux montagnes, il subsiste une peur sourde, ancienne, qu'on ne peut expliquer. Pas une peur de ce qu'on voit, mais de ce qui pourrait encore rôder dans les bois, dans les ombres, et à Tannenkirch, un petit village alsacien perdu au pied du massif du Taennchel, cette peur a un nom, les sorcières. Il faut dire que la région a toujours eu une réputation particulière. Le Taennchel lui-même est un massif étrange, parsemé de blocs aux formes improbables, dont certains ressemblent à des trônes ou à des tables d'autel. Les anciens pensaient que ces pierres étaient le siège de forces surnaturelles. Là-haut, les boussoles s'affolent, les animaux hésitent, et même le vent semble souffler autrement. On dit que le sol lui-même a de la mémoire, une mémoire noire. Mais l'histoire prend un tournant particulier en 1588, quand des rumeurs de sorcellerie éclatent dans la région. Plusieurs femmes du village sont accusées d'avoir parlé aux bêtes, d'avoir lancé des sorts, d'avoir causé la mort d'un nourrisson ou la sécheresse d'un champ. Rien de prouvé, bien sûr, mais la peur ne demande pas de preuves. Elle s'alimente toute seule. Les bûchers ne sont pas rares à cette époque, et à Tannenkirch, le feu a bien brûlé. On raconte que 4 femmes ont été jugées et condamnées, brûlées vives à la lisière de la forêt. Leurs cris auraient résonné pendant des jours, se mêlant au hurlement du vent dans les arbres. Depuis ce jour, la forêt n'a plus jamais été la même. Les bûcherons évitent certains sentiers, notamment ceux qui mènent à la pierre des sorcières, un rocher étrange marqué de symboles indéchiffrables. On dit que c'est là, précisément, que les condamnés auraient rendu leur dernier souffle, jurant vengeance à ceux qui les avaient trahis. Les récits se multiplient au fil des siècles. Des randonneurs parlent d'ombres qui glissent entre les troncs, de feux follets qui dansent sans raison, de rires stridents dans la brume. Certains ont vu des silhouettes féminines, vêtues de haillons, errant au crépuscule, comme des âmes perdues. Et ceux qui ont eu la mauvaise idée de rester une nuit dans les hauteurs du Taennchel sont revenus changés, le regard vide, la bouche muette. Encore aujourd'hui, à Tannenkirch, les habitants évitent de prononcer certains noms à la tombée du jour. Et si tu oses demander où ont eu lieu les exécutions de 1588, tu n'obtiendras qu'un silence tendu, ou un regard fuyant. Parce que là-bas, on sait qu'il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Les sorcières n'ont peut-être jamais vraiment quitté les lieux. Et si un soir, tu te retrouves près de la forêt et que tu entends un chuchotement porté par le vent, ne te retourne pas. Ce pourrait être l'une d'elles, qui t'attendait. Il existe des lieux qui semblent tout à fait ordinaires, en apparence. Des coins de forêt paisibles, des sentiers oubliés, des arbres centenaires. Et puis, un détail, une atmosphère, une sensation difficile à décrire, te fait comprendre qu'ici, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a marqué la terre elle-même. C'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on s'approche de l'endroit qu'on appelle le Krochen, près de la Hongrie, quelque part entre les collines du Haut-Rhin. Le nom de cet arbre seul suffisait à faire taire les anciens, comme si son écho réveillait de vieux souvenirs. Le Krochen était un arbre gigantesque, si vieux que personne ne se souvenait de l'avoir vu jeune. On disait que son tronc était si large qu'un homme pouvait y entrer debout, et que même en plein jour, l'intérieur était plongé dans une obscurité complète. Mais ce n'était pas qu'un simple arbre. Non, les légendes racontaient que c'était un point de rencontre pour des forces bien plus anciennes que nous. Autrefois, à certaines nuits de l'année, ceux qui vivaient près de la Hongrie affirmaient voir des lumières danser autour du chêne, comme des flammes bleues suspendues dans l'air. Des chants étranges résonnaient, presque inaudibles, mais qui faisaient frissonner même les plus braves. Les rumeurs parlaient de sabbats, de cérémonies où des femmes vêtues de noir, les fameuses sorcières, invoquaient des puissances oubliées sous le couvert de la forêt. Le chêne creux était leur sanctuaire, leur temple. On disait même que l'arbre lui-même était vivant, qu'il comprenait, ressentait et punissait. Un soir d'automne, bien après la moisson, un voyageur égaré aurait trouvé refuge au pied du Krochen. Fatigué, il aurait pénétré dans le tronc, pensant s'abriter de la pluie. Mais il n'aurait pas été seul bien longtemps. Ce qu'il aurait vu, ou cru voir, cette nuit-là dépasse l'entendement. Des silhouettes, ni tout à fait humaines, ni tout à fait autre chose, l'auraient entouré, lui murmurant des choses qu'il n'a jamais voulu répéter.
il est revenu au village au petit matin, le regard vide, comme éteint. Il n'a plus jamais prononcé un mot, et il est mort quelques semaines plus tard, dans son sommeil, le visage tordu par la peur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le Crochène, lui, a continué à se dresser, année après année. Jusqu'au jour où, lors d'un orage d'une violence rare, la foudre l'a frappé de plein fouet. L'arbre s'est embrasé dans un craquement terrible, comme s'il hurlait, et s'est effondré, laissant derrière lui un sol noirci et stérile. Depuis, plus rien ne pousse à cet endroit. Certains disent que la foudre n'était pas un hasard, mais un châtiment ou une délivrance. D'autres, plus prudents, pensent que ce n'était qu'un épisode, que le mal ne dort jamais très longtemps, même sans son arbre. Et si tu passes un jour par là, par cette clairière étrange et silencieuse, prête l'oreille, il paraît qu'on y entend encore les murmures, portés par le vent. Il y a des lacs qui appellent à la baignade, à la détente, au repos. Et puis, il y a ceux qui dérangent, même par une belle journée d'été. Des plans d'eau immobiles, trop silencieux, entourés d'arbres tordus par le vent, où même les oiseaux chantent à voix basse. Le lac de la Mex, caché dans les forêts profondes des Vosges, est de cela. Ce lac, d'un noir profond, est perdu au bout d'un chemin difficile, presque oublié. On y arrive après de longues heures de marche, comme si quelque chose ne voulait pas qu'on le trouve trop facilement. Et une fois là, on comprend pourquoi. La légende raconte qu'en des temps immémoriaux, un village entier se dressait là où le lac se trouve aujourd'hui. Un village prospère, riche, qui s'était élevé grâce à l'exploitation des forêts et des mines alentours. Mais cette richesse avait un prix. Les habitants étaient devenus avares, fermés, incapables de compassion. Ils refusaient l'hospitalité, méprisaient les voyageurs, se moquaient des pauvres. Un jour, un vieillard est arrivé, sale, affamé, demandant un morceau de pain, un abri pour la nuit. Il fut chassé, insulté, poursuivi jusque dans la forêt. Avant de disparaître, il aurait levé les bras vers le ciel, prononcé des mots que personne ne comprit. La nuit même, une pluie diluvienne s'abattit sur le village, et ne cessa jamais. En quelques heures, les maisons furent submergées. Le village disparut, englouti sous une eau noire et glacée. Le lac de la Mex était né. Depuis, la légende court que le trésor du village maudit repose au fond du lac, protégé par les âmes damnées des habitants. Et nombreux furent ceux qui, au fil des siècles, tentèrent de le récupérer. Aucun ne revint intact. Des pêcheurs racontent que leurs filets, jetés dans les eaux calmes, sont parfois tirés avec une force inhumaine, comme si quelque chose au fond voulait les entraîner. D'autres ont vu, à l'aube, des objets remonter à la surface, des bijoux, des pièces anciennes, avant d'être happés de nouveau par les profondeurs. Un garde forestier aurait aperçu une silhouette féminine, pâle comme la mort, debout sur l'eau, les bras tendus vers lui. Il n'a plus jamais voulu remettre les pieds près du lac. Mais le plus inquiétant, ce sont les rumeurs sur les voies. Au crépuscule, certains affirment entendre des appels, des mots étouffés, qui résonnent entre les arbres. Des promesses. Viens, le trésor est là, juste un pas, ceux qui cèdent, attirés par l'appât de la richesse, ne refont jamais surface. On retrouve parfois leur sac ou leur manteau sur la rive. Jamais leur corps. Le lac de la Mex est beau, c'est vrai. Saisissant. Hypnotique. Mais il n'offre rien sans prix. Ceux qui y cherchent fortune trouvent seulement l'oubli, happés par les eaux d'un village disparu, piégés pour l'éternité dans la soif insatiable de leur maudit. Alors, si tu marches un jour près de ce lac et que tu vois une pièce d'or briller entre deux pierres, résiste à la tentation. Car là-bas, ceux qui brillent cherchent toujours une nouvelle victime. Dans le Haut-Rhin, non loin de Sainte-Croix-aux-Mines, perdu entre les arbres d'une forêt dense et oubliée, se dresse un édifice en ruine qui ne laisse personne indifférent. Le château Buru, ou plutôt ce qu'il en reste, est un endroit qui ne fait pas seulement frissonner ceux qui y mettent les pieds. Il vous observe, silencieux, comme une bête endormie. Mais ce sommeil-là, c'est un sommeil plein de cauchemars. Construit au début du XXe siècle par la famille Buru, puissants industriels du tabac,
le château a connu la grandeur, les réceptions somptueuses, les salons luxueux. Mais cette splendeur n'a pas duré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout a basculé. Le château fut réquisitionné par les SS, transformé en quartier général, et rapidement, la peur s'est installée dans la région. Ce qui s'est réellement passé entre ces murs reste flou. Des rumeurs, des archives perdues, des témoins qui ne veulent plus parler, mais ce que l'on sait, c'est que des cris ont souvent retenti à travers la forêt. Des cris d'hommes, de femmes, de prisonniers peut-être, qu'on emmenait au sous-sol. Ceux qui y sont entrés n'en sont jamais ressortis. Le château est devenu un lieu de souffrance, un gouffre où l'on perdait non seulement la liberté, mais l'âme. Après la guerre, personne n'a voulu le racheter. Trop chargé, trop lourd. Il a été abandonné, lentement dévoré par la végétation. Et pourtant, il est tout sauf vide. Des promeneurs, parfois, s'y aventurent. Attirés par l'architecture décrépite ou par le frisson d'un lieu interdit. Mais il ne reste jamais longtemps. L'air y est épais, étouffant. Des marches craquent sous des pas invisibles, des portes s'ouvrent dans un souffle glacé. On entend des bruits de bottes sur le parquet, réguliers, comme une patrouille qui ne s'arrête jamais. Une silhouette en uniforme, le regard vide, serait souvent aperçue près de l'escalier principal. Certains disent même qu'en s'approchant, ils ont entendu un ordre hurlé en allemand, suivi d'un silence brutal, comme si le château lui-même retenait son souffle. Mais le plus terrifiant reste le sous-sol. Une cave scellée, à moitié écroulée, que personne n'ose forcer. Ceux qui s'en approchent affirment avoir entendu des gémissements derrière la porte, des grattements désespérés. Comme si, là-dessous, quelqu'un, ou quelque chose, attendait encore, piégé depuis des décennies. On raconte que le château ne pardonne pas. Que ceux qui s'y attardent sans respect attirent l'attention de ses anciens maîtres, et qu'il arrive que certains n'en ressortent pas tout à fait les mêmes. Un visiteur aurait disparu en 1997. On a retrouvé sa voiture sur le chemin, moteur tournant, mais aucune trace de lui dans la bâtisse, seulement une empreinte ensanglantée sur la rambarde. Aujourd'hui, même les forces de l'ordre évitent de trop s'en approcher la nuit. Et si un jour tu y vas, souviens-toi, si tu entends des bruits de bottes, ne fais aucun bruit. Retiens ta respiration et pars. Car ce ne sont pas des vivants qui marchent dans le château Buru, mais des ombres qui n'ont jamais cessé de hanter leurs couloirs. Il existe dans certaines forêts une sensation particulière, une impression d'être minuscule, déplacé, presque toléré par les lieux. Quand on se promène du côté du Nidec, en Alsace, c'est exactement ce qu'on ressent. Là-bas, la forêt est dense, les arbres sont anciens, et une cascade vertigineuse s'élance dans le vide comme si elle voulait laver le monde de quelques souvenirs trop lourds. Et au-dessus de tout cela, les ruines du château du Nidec veillent, perchées sur un rocher, comme suspendues dans le temps. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette région a longtemps été associée à une légende bien étrange. Une légende de géants. On raconte que, jadis, un peuple immense habitait les montagnes du Nidec. Ces géants vivaient dans le château, qui, pour eux, n'était qu'une demeure ordinaire. Ils voyaient les hommes comme de simples insectes, insignifiants et sans valeur. Pourtant, ils ne leur faisaient pas de mal. Ils les ignoraient, les laissant s'agiter dans la vallée. Jusqu'au jour où une jeune géante, curieuse, descendit sur les pentes de la montagne et découvrit un homme, minuscule à ses yeux, travaillant dans un champ. Intriguée, elle le ramassa, le glissa dans son tablier et courut le montrer à son père. « Regarde ce que j'ai trouvé, un drôle de petit animal qui remue la terre, aurait-elle dit. » Mais le père, un vieux géant à la barbe blanche, aurait froncé les sourcils. « Ce n'est pas un jouet, ma fille. C'est un homme. Laisse-le tranquille, ou tu réveilleras des forces que nous avons oubliées. » La jeune géante, effrayée, aurait relâché l'homme. Mais quelque chose avait changé. Depuis ce jour, les géants disparurent un à un, comme si leur époque était terminée. Certains disent qu'ils se sont enfouis dans la montagne, d'autres qu'ils sont morts de tristesse, ne trouvant plus leur place dans ce monde devenu trop petit pour eux. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est ce qu'il est advenu de la jeune géante.
Certains pensent qu'elle rôde encore, invisible, dans la forêt, cherchant à comprendre pourquoi tout a changé si vite. Des promeneurs affirment avoir entendu des pas lourds, comme des chocs sourds dans la terre, quand il n'y avait pourtant personne autour. D'autres jurent avoir vu des empreintes immenses près de la cascade, aussitôt effacées par l'eau. La légende des géants du Nidec a inspiré bien des conteurs, même les frères Grimm s'en sont emparés. Mais ceux qui connaissent les lieux te diront que ce n'est pas qu'un conte. Ils te diront que, par temps de brume, la silhouette du château se transforme, que les arbres murmurent des mots d'une langue oubliée, et que le vent, parfois, semble venir de très loin, portant avec lui la tristesse d'un monde disparu. Si tu te rends un jour là-bas, arrête-toi près de la cascade. Écoute attentivement. Tu pourrais peut-être entendre les pas d'un géant solitaire, marchant dans les ruines de son royaume perdu. Il y a des lieux où le silence n'est jamais paisible. Où il semble chargé de tous les mots qu'on n'a pas dit, des prières restées sans réponse, et des regards tournés vers un ciel qui n'a jamais écouté. L'abbaye de Niedermünster, nichée dans les hauteurs du mont Saint-Odile, est l'un de ces endroits. Si tu t'y rends aujourd'hui, tu ne verras plus qu'un champ de pierre, des vestiges à peine dressés, usés par le temps. Et pourtant, l'air y est lourd, presque palpable, comme si l'histoire n'avait jamais quitté les lieux. On raconte que jadis, cette abbaye accueillait les malades et les mourants, venus chercher un dernier espoir, un miracle. Beaucoup arrivaient là à bout de force, traînés sur des chariots ou portés par des proches désespérés. Ils venaient avec la foi chevillée au corps, persuadés qu'en foulant le sol sacré de l'abbaye, ils seraient guéris. Les sœurs soignaient comme elles pouvaient, entre prières et onguents, mais bien souvent, il n'y avait rien à faire. La mort, patiente, les attendait. Le problème, c'est qu'elle ne serait jamais partie. Il y a un moment précis, chaque soir, où les pierres semblent se mettre à murmurer. Les randonneurs qui campent dans les environs parlent de gémissements lointains, de voix brisées qui appellent à l'aide. Des sons faibles, éteints, comme les restes d'une souffrance ancienne qui ne veut pas s'effacer. Parfois, certains affirment avoir vu des silhouettes vêtues de bure, errant sans but entre les ruines. Le plus troublant, c'est qu'à chaque fois qu'on tente de les approcher, elles se dissipent ou se figent, figées dans une attente éternelle. On dit que certains malades, ceux qui n'ont pas trouvé le repos, n'ont jamais quitté l'abbaye. Leur foi était si forte qu'ils sont restés là, piégés entre deux mondes, toujours dans l'attente du miracle promis. Ce sont eux, dit-on, qui hantent les lieux. Leurs visages sont flous, comme effacés par les larmes, et leurs pas glissent sur les pierres froides sans bruit. Et puis, il y a la cloche. Une vieille cloche d'airain, qui aurait été brisée lors de l'incendie qui ravagea l'abbaye au Moyen Âge. Depuis, il paraît qu'à certaines nuits, surtout lors des tempêtes, on l'entend sonner. Une note unique, profonde, qui traverse la montagne comme un appel. Personne ne sait vraiment qui l'a fait résonner. Ou pourquoi. Une chose est sûre, ce n'est pas un lieu pour les âmes légères. Certains curieux qui s'y sont aventurés après la tombée de la nuit en sont revenus changés. Le regard perdu, les mains tremblantes, comme s'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Si tu passes par Niedermünster, et que tu entends un murmure ou une plainte, n'y réponds pas, tourne-toi et pars sans te retourner. Car il se pourrait bien que l'un de ces esprits t'ait confondu avec un messager du ciel, venu enfin lui accorder ce qu'il attend depuis des siècles. Il y a quelque chose d'étrangement vivant dans les forêts des Ardennes. Pas seulement à cause des arbres imposants ou des sentiers qui semblent se déplacer d'un jour à l'autre, mais à cause de l'atmosphère, lourde, presque vibrante. Comme si ces bois gardaient en eux un souffle ancien, animal, incontrôlable. Et puis, il y a les histoires. Les récits qu'on partage à voix basse autour d'un feu, surtout lorsqu'on évoque la bête. Ce n'est pas un mythe médiéval, ni une fable qu'on raconte pour effrayer les enfants. Non, cette créature-là a marqué son époque et continue de faire parler d'elle. Tout a commencé dans les années 1990, mais la peur qu'elle a laissée est bien plus ancienne, tapie dans les racines de la forêt. Les premiers récits évoquaient des attaques nocturnes, violentes, contre du bétail. Des moutons, des vaches,
même des chiens de garde retrouvés déchiquetés, comme si une force démesurée s'était acharnée sur eux. Les éleveurs parlaient de griffures profondes, de morsures qui ne correspondaient à aucun animal connu dans la région. Et toujours cette même constante, aucun bruit, aucune trace claire. La bête venait et repartait comme une ombre, laissant derrière elle un chaos silencieux. Assez vite, les descriptions ont commencé à circuler. Certains affirmaient avoir aperçu 2 yeux jaunes perçant la nuit, d'autres parlaient d'un animal aux mâchoires disproportionnées, couvert de poils sombres, à mi-chemin entre le loup et quelque chose de plus humanoïde. Des théories? Il y en a eu des centaines. Un loup échappé d'un cirque. Un croisement génétique. Une expérience militaire. Mais aucune n'a jamais tenu la route. La peur, elle, était bien réelle. Certains villages ont instauré un couvre-feu non officiel, interdisant aux enfants de sortir seuls le soir. Des battues ont été organisées, des caméras thermiques installées. Rien. La bête glissait entre les mailles de toutes les tentatives. On entendait son souffle, disait-on, on voyait les traces de ses passages, mais jamais elle ne se laissait voir. Et puis, un jour, elle a cessé d'attaquer. Du moins, pendant un temps. Les gens ont cru à la fin du cauchemar, ont commencé à l'oublier. Mais les vieux, eux, gardaient un œil sur les bois. Ils savaient que ce genre de créature ne disparaît jamais vraiment. Il y a 5 ans, un randonneur a été retrouvé près d'un sentier isolé. Mort. Son corps portait des marques étranges, des entailles profondes, comme celles laissées par de grandes griffes. Aucun animal n'a été identifié. L'affaire a été classée, étouffée peut-être, par peur de réveiller la légende. Et voilà où on en est aujourd'hui. Les Ardennes restent belles, mais personne ne s'aventure seul trop loin, surtout quand la brume descend tôt et que les bois deviennent étrangement silencieux. Certains disent que la bête attend, qu'elle dort dans une cavité obscure, quelque part sous terre, et qu'un jour, elle refera surface. Alors si tu entends un craquement dans la forêt, une respiration lourde derrière toi, ne cherche pas à voir ce que c'est. Marche. Reste calme. Parce que si tu croises les yeux jaunes dans le noir, c'est déjà trop tard. Il y a des légendes qui ont la douceur trompeuse d'un conte rural. Elles commencent comme une balade à travers champs, au rythme lent de pas dans la rosée, et puis soudain, tout bascule. L'histoire du cheval malais, elle, commence souvent à la tombée du jour, dans la campagne champenoise, quand le ciel s'embrase en rouge et que les silhouettes s'allongent sur les chemins. C'est là que les anciens te diront, d'un ton grave, surtout, si tu vois un cheval seul, n'approche pas. Le cheval malais, c'est un piège vivant. Une bête d'apparence ordinaire, une robe sombre, luisante, des yeux profonds, presque humains dans leur façon de te fixer. Il apparaît aux voyageurs épuisés, aux ivrognes rentrant tard des auberges, aux pèlerins égarés, toujours là où la solitude est totale. Et il se laisse approcher. Gentiment. Comme s'il offrait son dos pour soulager les jambes fatiguées. Et c'est là que le piège se referme. Dès que tu montes en selle, le cheval change. Sa peau devient glaciale, ses flancs se raidissent. Ses sabots, qui semblaient lents et dociles, se mettent à marteler le sol à une vitesse impossible, emportant leur cavalier vers une destination inconnue. Tu peux tirer les rênes, hurler, supplier, rien n'arrête le cheval malais. Il court, sans relâche, toujours vers les marais, vers les rivières ou les précipices les plus traîtres. Certains disent que ce n'est pas un animal, mais une âme damnée, punie pour avoir trahi, tué ou vendu la sienne au diable. D'autres pensent que c'est le diable lui-même, sous forme de monture, qui traque les imprudents. Dans les 2 cas, l'issue est la même, la mort, noyée dans une eau noire, brisée contre les rochers, ou perdue à jamais dans les brumes des bois. Les rares rescapés, car il y en a eu, dit-on, reviennent fous, le regard égaré, murmurant des choses sans queue ni tête. L'un d'eux aurait été retrouvé errant dans un village, les vêtements couverts de vases, répétant sans cesse, il riait, le cheval, il riait. Et le pire, c'est que le cheval malais ne galope jamais 2 fois sur le même chemin. Il peut surgir n'importe où, près d'un moulin abandonné, à l'orée d'un champ, même devant ta porte, si tu rentres tard.
On le reconnaît, dit-on, à ses yeux rouges, mais la nuit les rend traîtres. Parfois, les endroits les plus dangereux ne crient pas leurs menaces. Ils la murmurent. Ils se parent d'un charme ancien, d'une beauté tranquille, presque irréelle. C'est exactement ce que ressentent ceux qui découvrent, au détour d'un sentier dans les Vosges, un petit pont de pierre voûtée, recouvert de mousse, enjambant un ruisseau cristallin. Il n'a rien d'imposant, ce pont des fées, et pourtant, il est au cœur d'une des légendes les plus étranges de la région. On raconte que ce pont n'a pas été bâti par des mains humaines. Ni par les Romains, ni par les villageois. Non, ce sont les fées elles-mêmes, ces créatures lunaires et insaisissables, qui auraient façonné l'édifice, pierre après pierre, lors d'une nuit sans lune, à l'aide de chants oubliés. Mais les fées des Vosges ne sont pas douces. Elles ne sont pas bienveillantes. Elles sont anciennes, fières, et parfois cruelles. Selon la tradition, ces fées venaient autrefois à la tombée de la nuit, danser sur le pont, leurs pieds effleurant la pierre sans bruit, leur rire clair se mêlant au murmure de l'eau. Mais gare à celui qui les dérangeait. Un regard, une parole malheureuse, et c'était la fin. Les paysans le savaient, si, par malheur, tu croisais le pont quand les fées dansaient, il ne fallait ni parler ni les regarder. Sinon elles te prenaient. Pas physiquement. Elles prenaient ton esprit, te laissaient errant, le regard vide, incapable de dire ce que tu avais vu. Au fil des siècles, des disparitions ont nourri la légende. Des voyageurs partis de Gérardmer pour rejoindre le village voisin, qui n'arrivèrent jamais. Leurs chevaux furent retrouvés, broutant paisiblement non loin du pont, mais leur maître jamais. Et ceux qui osèrent revenir sur les lieux affirmaient entendre, dès la nuit tombée, des chants lointains, mélancoliques, portés par le vent, comme une invitation à les rejoindre. Plus étrange encore, des enfants du coin disaient que si tu te penchais au bord du pont à minuit, tu verrais ton reflet danser tout seul dans l'eau, sans suivre tes gestes. Comme si quelqu'un d'autre l'avait pris à ta place. Aujourd'hui, les randonneurs passent encore par là, souvent sans rien savoir de la légende. Ils traversent le pont, prennent des photos, rient. Mais parfois, la nuit venue, l'un d'eux rêve de chants étranges, de voix claires qui l'appellent à revenir. Certains finissent par revenir, seuls, sans prévenir. Et parfois, on les retrouve au lever du jour, endormis sur le pont, le regard vide, figé vers l'eau. Personne ne sait ce que les fées cherchent. Un divertissement? Des âmes? Ou simplement des témoins de leur danse éternelle? Une chose est sûre, le pont des fées attire les rêveurs, les solitaires, les curieux. Et tous ne reviennent pas. Il y a des lieux qu'on n'arrive pas à dater, comme s'ils échappaient au temps, suspendus entre deux époques, entre deux mondes. Non loin de Sion-les-Mines, dans un coin reculé où la brume semble permanente, se trouve un champ étrange, bordé de vieux arbres tors, sans aucune croix, sans pierre tombale, sans nom. Les gens du coin l'appellent le cimetière des disparus. Et ce nom-là, crois-moi, n'est pas donné à la légère. Officiellement, ce champ n'a rien de sacré. Ce n'est qu'une parcelle abandonnée, oubliée. Mais la terre, là-bas, est différente. Noire, dense, immobile, même quand le vent souffle. Les animaux n'y vont pas. Les oiseaux ne chantent pas. Et ceux qui osent s'en approcher ressentent un froid profond, même en plein été. Une sensation que quelque chose, juste sous leurs pieds, attend. L'origine de ce lieu remonterait à des siècles. Une époque où une épidémie fulgurante frappa la région. Les morts s'empilaient, et la peur de la contagion était telle qu'on cessa de les enterrer dignement. Les cadavres furent emmenés là, jetés sans prière, sans linceul, abandonnés à la terre. Il n'y eut ni bénédiction, ni mémoire. Juste l'oubli. Et ce fut la première erreur. Peu après, des choses étranges commencèrent à se produire. Des lueurs dans la brume, des voix qui appelaient la nuit, des silhouettes sans visage marchant entre les arbres. Les gens comprirent vite que les morts, privés de rites, n'avaient jamais trouvé le repos. Ils revenaient. Pas pour se venger mais pour être reconnus, retrouvés, pour qu'on se souvienne d'eux. Et depuis,
le champ est devenu un lieu hors du temps. Ceux qui s'y aventurent parlent d'un silence total, coupé du monde, où les sons sont comme étouffés. Certains jurent avoir vu des visages flotter dans la brume, d'autres affirment avoir ressenti des mains les frôler, glaciales. Et puis, il y a ceux qui ne reviennent jamais. Les anciens disent que si tu entres dans ce champ à la tombée de la nuit, le temps s'arrête pour toi. Tu peux y rester des heures, croire que seule une minute s'est écoulée, jusqu'à ce que tu ressentes la fatigue des années. Car là-bas, on dit que les morts volent le temps des vivants, pour continuer d'exister, même un peu. Une légende raconte qu'un homme, un curé, aurait tenté de bénir le lieu, de redonner la paix. Il y serait resté 3 jours, à prier sans manger ni boire. On l'a retrouvé âgé, ridé, méconnaissable, comme s'il avait vécu un siècle. Il n'a plus jamais parlé. Aujourd'hui, les habitants évitent le champ, même en plein jour. Et ceux qui le croisent regardent ailleurs, marchant vite. Car le cimetière des disparus ne veut pas être ignoré. Il veut qu'on s'en souvienne, qu'on porte le poids de l'oubli. Si jamais tu t'y rends, n'y reste pas longtemps. Et surtout, si tu entends quelqu'un t'appeler par ton prénom, là où personne ne devrait te connaître, ne réponds pas. Car là-bas, les morts te voient. Et ils n'aiment pas être seuls. Langres, perché sur son promontoire de pierre, à l'allure fière des cités fortifiées, protégée par ses remparts imposants. De jour, elle semble imperturbable, baignée dans une lumière douce, figée dans le temps. Mais la nuit, la nuit, surtout quand la pleine lune éclaire les ruelles désertes, Langres se transforme. Et dans l'ombre de ces vieilles pierres, une créature rôde, un mythe qui, là-bas, n'est jamais raconté à la légère, le loup-garou de Langres. Les origines de cette histoire sont floues, aussi changeantes que la créature elle-même. Certains disent qu'au Moyen Âge, un chevalier serait revenu de croisade, blessé et brisé, portant en lui un mal inconnu. On murmure qu'il aurait été mordu lors d'une bataille obscure, au cœur d'une forêt sacrée, là où les hommes deviennent bêtes. À son retour, il s'était isolé, fuyant la compagnie des siens, rongé par une fureur sourde. Puis, les morts ont commencé. Des cadavres, déchiquetés, retrouvés près des portes de la ville, les nuits de pleine lune. Les gardes, d'abord incrédules, ont fini par le voir. Une silhouette massive, velue, marchant sur 2 pattes, ses yeux luisants comme de braise. Une bête, oui, mais avec un regard humain, hanté, presque souffrant. Ils l'ont traqué, bien sûr. Mais jamais capturé. Il disparaissait dans les forêts alentours, laissant derrière lui des traces de griffes sur la pierre, des hurlements qui faisaient trembler les vitres. Au fil du temps, le chevalier disparu des récits, fondu dans la légende. Mais la bête, elle, est restée. Et les témoins, eux, ne manquent pas. Encore aujourd'hui, certains habitants affirment avoir entendu, depuis leurs fenêtres, un hurlement étrange monter des remparts. Un son qui n'a rien du loup ordinaire, ni de l'homme. Un cri déchirant, presque suppliant. Une femme, dans les années 70, aurait vu une créature au pelage sombre passer devant sa maison, traînant derrière elle une jambe blessée, boitillante. Les empreintes retrouvées mêlaient celles d'un loup et de pieds humains. Des théories? Bien sûr. Certains parlent d'une malédiction héréditaire, transmise par le sang. D'autres évoquent un pacte ancien, un homme ayant vendu son âme pour protéger Langres, condamné à en être le gardien monstrueux. Et puis, il y a ceux qui disent que le loup-garou n'est pas seul. Que dans les bois, près de la ville, ils sont plusieurs, attendant l'heure de la lune pour revenir. On raconte que la transformation commence bien avant la nuit. Que l'homme ressent en lui la bête se réveiller, ses os se tordre, sa mémoire s'effacer. Certains soirs, au pied des remparts, on trouve des vêtements déchirés, abandonnés. Et au petit matin, un homme nu, désorienté, errant dans les rues, incapable de dire où il était, ni ce qu'il a fait. Il existe en Meuse une forêt que les cartes signalent à peine, un bois sans nom que les habitants du coin appellent simplement le bois noir. Ce n'est pas une réserve naturelle, ni un lieu de promenade. En vérité, on n'y va pas, ou alors seulement par nécessité absolue, et jamais seul.
Parce que dans ces arbres-là, quelque chose vit. Pas un animal. Pas un homme. Quelque chose de plus ancien. Le cœur de cette histoire remonte à une époque de guerre, lorsque la Meuse, comme tant d'autres terres, fut ravagée par les combats. Un petit hameau se trouvait jadis à la lisière du Bois Noir. Ses habitants, accablés par les souffrances, le froid, la peur, cherchaient des boucs émissaires. Et ils l'ont trouvé, un homme seul, un guérisseur. Il vivait reclus dans la forêt, au pied d'un grand arbre tordu qu'on appelait l'arbre noir. On disait qu'il parlait aux plantes, qu'il savait guérir les blessures, mais aussi en causer. Un soir d'hiver, une enfant tomba malade, et malgré les prières, elle mourut. Le village entier, fou de chagrin et de colère, accusa le guérisseur. Ils l'ont traîné hors de sa cabane, frappé, puis l'attaché à l'arbre noir. On raconte qu'avant de mourir, il a levé la tête vers le ciel, les yeux pleins de larmes, et murmuré ces mots, que la forêt se souvienne. Et elle s'en est souvenue. Dès le lendemain, le bois a changé. Les oiseaux ont fui, les animaux sont devenus agressifs, et la végétation elle-même semblait hostile. Des racines sortaient de terre sans prévenir, comme pour attraper les chevilles. Le sol s'est mis à murmurer la nuit, un son léger, presque imperceptible, comme une plainte. Puis les morts ont commencé. Le premier, un jeune homme qui s'était vanté d'avoir tué le guérisseur, fut retrouvé étranglé par des branches, le corps suspendu entre deux troncs. Les autres suivirent, un par un, jusqu'à ce que le hameau soit déserté, avalé par la forêt. Aujourd'hui, le bois noir recouvre tout. L'arbre noir se dresse toujours au centre, immense, tordu, sa surface comme carbonisée, mais vivante. Ceux qui l'approchent affirment ressentir une chaleur anormale au toucher, et un bourdonnement comme un cœur qui bat. Les rares explorateurs rapportent que les boussoles deviennent folles dans ce bois, que le soleil y disparaît trop tôt, et qu'au crépuscule, on peut voir des ombres humaines entre les troncs, figées, les bras levés, comme en prière ou en supplication. Personne ne sait vraiment ce qu'est devenu l'esprit du guérisseur. Certains pensent qu'il habite l'arbre. D'autres croient que la forêt entière est sa vengeance, nourrie par la haine, mais aussi par le chagrin. Quoi qu'il en soit, personne ne passe la nuit dans le bois noir. Au cœur des Vosges, loin des sentiers battus et des villages animés, se cache une clairière étrange, bercée par un silence profond, presque religieux. Au centre, une vieille fontaine de pierre, usée par les siècles, se dresse entre les arbres. Elle porte un nom noble, la fontaine des 12 apôtres. Pourtant, derrière ce nom se cache une histoire bien moins sainte qu'elle n'y paraît. Ce lieu n'est pas facile à trouver. Ceux qui s'y rendent pour la première fois disent souvent que la forêt elle-même semble changer. Les arbres se rapprochent, les chemins se perdent, le ciel devient plus sombre, comme si le jour reculait. Et puis, soudain, entre les feuillages, la fontaine apparaît. Elle est toujours fraîche, même en hiver, son eau claire reflétant étrangement la lumière, comme si elle venait d'ailleurs. La légende raconte que cette fontaine aurait été bénie par les 12 apôtres eux-mêmes. L'eau y serait pure, magique, capable de guérir les maux, de prolonger la vie, voire d'exaucer un vœu, mais à une condition. Car la source ne donne jamais rien sans prendre. Un vieux récit évoque un homme, un tailleur de pierre, qui, brisé par la perte de sa fille, s'aventura jusqu'à la fontaine un soir de pleine lune. Il pria, les mains tremblantes, versant dans l'eau une larme de chagrin, et demanda à ce que sa fille revienne. Au matin, elle était là, vivante. Mais le tailleur, lui, avait perdu la parole à jamais, et ses yeux étaient devenus d'un blanc laiteux. Aveugle et muet, il vécut encore de longues années, sans jamais pouvoir expliquer ce qu'il avait vu cette nuit-là. Depuis, des offrandes apparaissent régulièrement au pied de la fontaine, des fleurs, des objets précieux, parfois même, quelques gouttes de sang. Car il se dit que l'eau ne réagit qu'à la douleur, et que plus le vœu est grand, plus le prix est lourd. Certains aventuriers ont tenté d'exploiter la fontaine. Ils ont emporté son eau dans des fioles, pour la revendre, pour la garder. Aucun d'eux n'a survécu plus de 6 mois. L'un s'est perdu en forêt, jamais retrouvé. L'autre a sombré dans la folie,
se parlant à lui-même de voix inconnues qui le hantaient la nuit. Et puis, il y a ce que les anciens appellent le gardien. Une silhouette, toujours entre deux arbres, toujours à la limite de la vision. Un homme? Une ombre? Nul ne sait. Il ne parle pas, mais observe. Si tu t'approches de la fontaine avec des intentions mauvaises, il sera là. Et tu ne verras que ses yeux. Deux lueurs froides, immobiles, qui te regardent jusqu'à ce que tu partes ou que tu disparaisses. Dans un petit village oublié des Vosges, Saint-Pierremont, se dresse une église aux allures ordinaires, humble et tranquille, comme on en voit des centaines à travers le Grand Est. De loin, elle semble paisible, figée dans la pierre et le silence. Mais quand on s'en approche, le clocher paraît différent. Plus sombre. Plus usé. Et surtout toujours silencieux. Car la cloche qui y dort n'a pas sonné depuis des siècles, et ceux qui la connaissent savent pourquoi, elle est maudite. L'histoire de cette cloche remonte à l'an 1517, lors d'un terrible hiver. Le village était alors pris dans une famine sans fin, la terre gelée, les bêtes mortes, les enfants mourant de froid et de faim. Les habitants, désespérés, prièrent, supplièrent, mais rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'un étranger, un homme à la peau pâle et aux yeux perçants, arrive au village. Il offrit une solution, fonder une nouvelle cloche, en échange d'un service qui resterait secret. L'accord fut conclu. La cloche fut fondue, énorme, lourde, d'un métal sombre et brillant à la fois. On la hissa dans le clocher, et dès qu'elle sonna, les récoltes revinrent, le gibier abonda, la vie reprit. Mais rapidement, les morts commencèrent aussi. D'abord 1, puis 10, puis 20. Tous ceux qui avaient participé à la fonte de la cloche moururent dans des circonstances étranges, le visage figé dans une grimace d'effroi, les yeux tournés vers le clocher. Les survivants comprirent trop tard que la cloche était le prix de leur salut. Elle devait être sonnée chaque année, à une date précise, pour apaiser la malédiction. Et chaque fois, celui qui la faisait sonner mourait dans l'année. Un mal inévitable, un destin inéluctable. Le village, terrifié, tenta de s'y soustraire, mais la cloche, alors, sonna toute seule, une nuit, sous un ciel sans lune, envoyant 3 villageois dans la tombe le jour suivant. C'est alors qu'ils décidèrent de la sceller à jamais, de l'entourer de chênes bénis, de maudire son nom et d'ensevelir l'histoire. Les années ont passé, les légendes se sont effacées, mais la cloche est restée là, dormant au sommet de l'église, lourde et silencieuse. Ceux qui montent dans le clocher ressentent une pression sourde, comme si l'air lui-même était plus lourd. Certains ont vu les chaînes vibrer, sans raison. D'autres affirment que, par temps d'orage, la cloche résonne d'un son étouffé, comme un écho venu du fond des âges. En 1983, un touriste, ignorant la légende, a escaladé le clocher. Il aurait touché la cloche, riant, la frappant du plat de la main. Une semaine plus tard, il fut retrouvé mort dans son hôtel, le cœur figé, les mains crispées sur son oreiller. Depuis, personne n'y monte plus. Et l'église reste fermée à la tombée du jour. Il y a des endroits que même les cartes ne mentionnent plus. Des lieux qui semblent avoir été avalés par le temps, ou peut-être par quelque chose de bien plus sombre. L'un de ces lieux, c'est Hyménophène, un village d'Alsace dont il ne reste aujourd'hui que des ruines étouffées par la végétation. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et ceux qui savent, préfèrent ne pas trop s'y attarder. L'histoire d'Hyménophène n'est pas écrite dans les livres d'histoire. Elle circule à voix basse, transmise par des bergers, des chasseurs, ou quelques rares anciens qui se souviennent de ce que leurs grands-parents leur racontaient. C'était autrefois un petit village, niché au cœur de la forêt, à l'écart des grandes routes. Une communauté discrète, à l'abri des regards, vivant de la terre, du bois, et du silence des arbres. Mais ce silence s'est alourdi au fil des ans. Des visiteurs parlaient d'une étrange lourdeur dans l'air, d'une impression d'être observé depuis les bois, même en plein jour. Puis, des choses bizarres ont commencé à se produire. Des animaux retrouvés morts aux abords du village, les yeux arrachés. Des bruits, des râles, des cris étouffés,
qu'on entendait la nuit, sans jamais savoir d'où ils venaient. Et surtout, des disparitions. Pas des gens du village, non. Cela semblait intouchable. Mais les rares voyageurs, les commerçants de passage, eux, ne revenaient pas toujours. Un jour, tout s'est arrêté. Hyménophène a été abandonné du jour au lendemain, sans explication. Les maisons ont été laissées comme elles étaient, tables dressées, foyer encore tiède, linge suspendu aux fenêtres. Ce qui est étrange, c'est que personne n'a jamais vu les villageois partir. Ils ont tout simplement disparu, comme si le village entier avait été effacé d'un seul coup. Depuis, ceux qui se sont aventurés là-bas, curieux, historiens ou amateurs de frissons, racontent que le village n'est pas tout à fait vide. La nuit, à la Glochec, une clairière près de l'ancien bourg, on verrait une lumière vacillante, comme celle d'une vieille auberge encore allumée. Certains auraient entendu des voix, des rires, de la musique, comme si le village vivait encore, mais dans une autre réalité. Et si, par malheur, quelqu'un s'approche trop près de cette lumière, elle s'éteint brusquement. Et parfois, le visiteur ne revient jamais. Les rumeurs vont bon train, certains parlent d'un pacte ancien, d'un mal enfoui dans les fondations du village, ou d'une punition divine. Ce qui est sûr, c'est que la forêt a repris ses droits. Aujourd'hui, Hyménophène n'est plus qu'un nom murmuré, et les rares pierres encore visibles portent des traces que le temps ne peut pas expliquer. Si tu demandes ton chemin pour y aller, la plupart te répondront qu'il vaut mieux laisser les morts tranquilles. Et s'il te venait quand même l'idée d'y aller, sois sûr de vouloir découvrir ce que le silence des disparus a à dire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.